matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et voilà, vous voyez, on est obligé de tout faire ici. Non, mais c'est parce que comme on n'a pas de super connexion, on n'a pas eu d'imprimante, on n'a pas eu d'extrait sonore, mais on a Régis Le Sommier. Et ça, c'est quand même magnifique. Bonjour Régis et merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup. Directeur d'Omerta, ancien directeur adjoint de Paris Match, chroniqueur pour CNews, Radio Courtoisie, le JDD. Vous avez obtenu le grand prix de la presse internationale pour votre couverture au Moyen-Orient, le prix de la meilleure enquête journalistique pour la bataille de Mossoul et en 2023 le prix média du Festival du livre de Cône-sur-Loire pour Jusqu'au dernier Ukrainien, déjà un livre pour lequel vous avez reçu aux éditions Max Milo. Mais cette fois-ci, vous posez une question qui est très intéressante et qui d'ailleurs rejoint d'autres sujets qu'on avait déjà abordés aujourd'hui. Je vous fais cette petite introduction, ça va vous permettre de réagir. Tout à l'heure, nous recevions Alexandre Jardin sur les ZFE, les zones à faible émission. Et on soulignait tous les deux que la création désormais des zones d'exclusion des gueux, comme ils l'appellent, a été faite au nom du bien. Et il disait toutes les pires choses au monde ont été faites au nom du bien. Et ça m'a permis à ce moment-là de dire que justement, on allait revenir sur cette grande notion de bien ou de mal et d'intervention militaire au nom du bien. C'est d'ailleurs ce que vous dites au départ. Hein, cette intervention au nom du bien a été créée à partir du 19e siècle, enfin, vraiment apparue à partir du 19e siècle avec cette intervention d'humanité, je vais y arriver, et que ça pose de grandes questions sur: sommes-nous vraiment le bien quand nous faisons ces interventions du bien? Et qui peut décider de ce qui est de bien et ce qui est de mal? Oui, tout à fait. Cette notion, d'ailleurs, au départ, c'est: est-ce que intervenir pour supprimer un mal, ou en tout cas pour l'empêcher de nuire, ne crée pas finalement plus de mal que le mal lui-même, en fait. Vous le rappelez dans votre livre, Donald Trump lui-même l'a dit, finalement, je crois que c'est chez Tucker Carlson. Oui. Il a dit: on a envoyé des bombes, on a fait la guerre, on a perdu je ne sais pas combien d'hommes, et tout ça pour rien. Oui, ça c'est le constat que Donald Trump fait, qui n'a pas toujours fait d'ailleurs, mais qui aujourd'hui est assez une critique véritablement radicale et qui est un peu sur cette ligne que je défends dans ce livre, c'est-à-dire la recherche des intérêts, oui, mais la morale, l'admonestation, la désignation d'un mal qu'il faudrait combattre au nom de l'humanité, et bien finalement on voit qu'on en arrive aujourd'hui à la fin de ce genre de concept, parce que l'Amérique, et c'est ce que Trump explique dans cette interview à Tucker Carlson à Glendale en Arizona juste avant son élection, il dit: oui, on a dépensé 9 trillions de dollars, c'est-à-dire 9 000 milliards de dollars pour bombarder le Moyen-Orient comme des malades. On a tué, on a laissé que de la mort, y compris celle de nos propres soldats, et qu'est-ce que ça nous a rapporté? Rien. Ça c'est fort, hein. C'est d'un point de vue, oui, c'est une citation très très forte, et qui remet en cause évidemment l'intervention en Irak, on pense à elle en particulier, mais aussi toute une série d'interventions qui se sont faites au nom du bien. Et alors, dont l'origine, moi je me suis intéressé justement à cette notion. D'abord, pourquoi j'ai fait ce livre? Parce que, vous savez, quand j'étais à Paris Match, dans les dernières années, pratiquement tous les ans, j'ai passé beaucoup de temps en fait avec les soldats français en Afrique, que ce furent la Légion étrangère, les forces spéciales, les commandos parachutistes. Bref, je les ai accompagnés sur le terrain dans des missions extrêmement périlleuses et parfois, mais très intéressantes aussi, et dans lesquelles finalement j'avais l'impression qu'on participait encore d'un effort et d'une sorte de filiation d'une tradition française en Afrique, où on intervenait pour chasser les djihadistes, pour les débusquer et pour aider les pays frères qui étaient le Mali, le Niger, le Burkina, maintenant le Sénégal, le Tchad, etc., qui étaient des pays anciens colonisés par nous, mais avec lesquels nous avions une relation particulière. Et ce qui m'a absolument choqué, c'est la vitesse de la disparition de la France en Afrique. Oui. Alors on peut dire que ça ne date pas de l'ère Macron, mais que le facteur Macron dont vous évoquiez a accéléré le phénomène de façon presque stupéfiante, quand on pense que le Premier ministre sénégalais, il y a 2 jours, expliquait qu'il fallait débaptiser les rues du centre de Dakar de tous les noms français. Ouais. Comment en est-on arrivé à ce que le Sénégal
veuille se débarrasser de tout son héritage français. Et ça m'a posé la question de finalement, moi j'ai vu cet autre côté du monde. Je suis allé couvrir la guerre en Russie, couvrir la guerre avec les Syriens, couvrir la guerre avec des gens pas toujours fréquentables, les talibans par exemple. Et je me suis beaucoup intéressé justement à cette notion d'Occident et à ce rapport que nous avons avec le monde. Parce que quand je revenais chez moi, et je revois toujours des gens qui sont pétris de certitude dans nos pays, qui pensent qu'on a toujours le primat de la morale, de l'humanité, de toutes les valeurs, en fait, que les valeurs qui sont les nôtres sont les bonnes. Et que en face, finalement, oui, c'est des anciens colonisés, finalement, on a une attitude très condescendante. Et au lieu de ça, on n'a pas vu se développer les BRICS, on n'a pas vu se développer le Sud global, et j'ai voulu m'interroger là-dessus, et je pense que la notion de diable est assez pertinente pour aborder ce sujet. Tout à fait, c'est très intéressant et vous d'ailleurs revenez sur les différentes notions de diable, mais je vais l'élargir au bien et au mal et cette morale qu'on veut appliquer à toutes nos dernières interventions, en tout cas qu'on met dans la communication de la guerre. Après, est-ce qu'on y croit, c'est encore autre chose. Ouais. Et vous vous rappelez à ce sujet, et on a pu en voir des exemples plus récents, on va y revenir, un dialogue entre Sergueï Lavrov et Laurent Fabius. Je rappelle, Sergueï Lavrov, c'est le ministre des Affaires étrangères russe, et ils ont cet échange. Donc Sergueï Lavrov dit à Laurent Fabius: il faut que tu comprennes que vous allez affronter les mêmes personnes que vous avez armées en Libye et qui désormais attaquent le Mali. Et Laurent Fabius de répondre: je comprends, mais c'est la vie. Et donc finalement, on revient sur cette morale à géométrie variable, sur ce bien et ce mal qu'on applique par moment mais qu'on n'applique plus au même moment. Et on l'a vu beaucoup, vous avez cité les talibans, on l'a vu beaucoup en effet avec cette lutte contre l'islamisme. Alors par moment, on a des alliés qui sont des gentils alliés radicaux pragmatiques, comme on dit maintenant, je crois, dans le Parisien. Et puis les mêmes qu'on va retrouver qui vont être à ce moment-là des islamistes ailleurs. Et ce sera la même personne. Et c'est exactement, et ça c'est vraiment le grand tort français en tout cas, puisque ici on cite Laurent Fabius, et certainement plus large occidental, que de appliquer son bien et son mal, et en plus de le voir varier. Oui, tout à fait, de l'utiliser en fonction de nos intérêts, fonction de ce qui arrange la situation. Mais plus globalement, je pense qu'il y a un phénomène qui est très intéressant, auquel j'ai pu assister vraiment aux premières loges en tant que journaliste, que ce soit pour la guerre d'Irak, pour la guerre de Syrie, pour la guerre d'Ukraine, c'est cette notion de narration. En fait, on n'adhère pas, on est sommé d'adhérer à une narration. On n'est pas sommé de respecter les faits et d'en déduire quelque chose. Les faits, parfois, peuvent être condamnables, dangereux. Regardez au début de la guerre en Ukraine, quand vous disiez « mais non, la guerre en Ukraine, elle n'a pas commencé en 2022, elle a commencé en 2014, les accords de Minsk n'ont pas été appliqués, les séparatistes de l'Ouest se sont fait bombarder par les Ukrainiens ». Tout à coup, alors, ça y est, vous étiez dans la... en fait, vous adhériez à la pensée poutinienne. Aujourd'hui, on peut le dire parce qu'on s'est rendu compte que c'était un peu plus profond que simplement un Poutine impérialiste. Oui, je pense que c'est... Vous le dites, nous le disons, mais est-ce qu'on a le droit de le dire ? Il y a des gens comme Emmanuel Todd, il y a des gens qui sont arrivés, je veux dire des grands penseurs, même des gens comme Pierre Lelouch, des intellectuels, des gens qui ont été dans la diplomatie, je pense en particulier Maurice Gourdeau-Montagne ou même Dominique de Villepin, qui vont dans ce sens-là et qui comprennent l'antériorité et l'origine des conflits, et pas simplement une lecture manichéenne totale dans laquelle... Mais souvenez-vous, au début de la guerre en Ukraine, quand il s'est agi de chasser tout ce qui était de près ou de loin lié aux Russes, eh bien, on a utilisé ça, on est rentré dans un espèce de tunnel, une spirale de vertu, dans lequel tout ce qui pouvait dire quelque chose d'un petit peu différent était immédiatement exclu, désigné comme pro-russe. Ça a été la même chose avec les Syriens, ça a été la même chose avec la guerre en Syrie, quand on a commencé à dire, mais attendez, l'opposition, elle est gangrénée par les djihadistes, vous avez les mecs d'Al-Qaïda, mais vous avez aussi Daesh, vous avez aussi toute une myriade de groupes, et l'opposition démocratique en Syrie, d'ailleurs, c'est toujours valable ce que je dis, eh bien, elle est très minoritaire, et c'est pas elle qu'elle vend en poupe. Vous disiez ça, vous étiez pro-Assad. La même chose avec Saddam Hussein. La même chose avec Saddam Hussein. Moi, je suis quand même assez stupéfait qu'à l'époque, moi, j'étais à l'époque à Paris Match, jeune reporter, de voir que tous les rédacteurs en chef de Paris Match de l'époque étaient pour la guerre en Irak, pour l'intervention américaine, alors même que Dominique de Villepin et Jacques Chirac
Chirac nous avait finalement sorti du jeu et avait eu cette attitude, cette attitude salutaire en diplomatie de dire non, nous n'allons pas nous associer, le fameux discours du 13 février à l'ONU où Dominique de Villepin explique la vieille Europe qui a connu la guerre, etc. Vient vous dire ne faites pas celle-là. Donc c'est quand même très intéressant que et j'ai voulu étudier ces phénomènes parce que le problème du journalisme globalement, c'est que à partir du moment où où se met en place cette communication, parce qu'il s'agit d'une communication, il s'agit d'une narration imposée. Hillary Clinton en a parlé d'ailleurs à une phrase là-dessus, justement, en disant qu'on applique une narration. Et cette narration-là, elle doit être contestée par les journalistes. Les journalistes doivent faire leur travail. Par les analystes en général. Bien sûr, mais on ne doit pas adhérer. Or, le problème, c'est qu'on peut faire ce travail, mais a posteriori. On remarque que à chaque fois est appliquée cette même méthode finalement de provoquer finalement et vous évoquiez tout à l'heure la question de l'utilisation des djihadistes qui tantôt vont être les mêmes, voilà, des alliés et par moment des ennemis islamiques. Tout à fait. Regardez ce qui s'est passé en Syrie aujourd'hui. On massacre en silence les Alaouites sans que plus personne, plus aucun média ne couvre la Syrie, mais quand Bachar el-Assad a été exclu, tout le monde est arrivé à montrer la liesse. Ah oui, Jolani, mais c'est un djihadiste inclusif. On avait déjà entendu ça avec les talibans. Oui, il a décapité des femmes, mais voilà, il a quand même tué des soldats américains. Il a été 9 ans avec Zarqawi en Irak. Il a été compagnon de cellule d'Abou Bakr al-Baghdadi, le calife de l'État islamique, avec lequel il a fait alliance pour essayer d'exporter le groupe en Syrie. Tout ça est oublié parce que les besoins font que, voilà, donc les besoins de notre camp font que il faut le voir en héros, il faut le voir en vecteur de changement en Syrie. De la même façon avec l'Ukraine et Azov. Quand vous prenez Azov, groupe au relent néo-nazi, mis par le Congrès américain parmi les groupes terroristes, eh bien on nous explique, Bernard-Henri Lévy d'ailleurs et d'autres, que Azov finalement ils ont changé, que c'est des nationalistes, ils ont chassé les éléments radicaux. À chaque fois, attendez bien, que ce soit pour l'Ukraine, que ce soit pour la Syrie récemment, ces deux exemples très récents, c'est la même chose, c'est le même phénomène. Et vous soulignez le rôle important des journalistes sur Azov, c'est intéressant parce que à l'époque quand même, je rappelle que Azov, avant que la guerre en Ukraine ne revienne à l'actualité, faisait évidemment nourrissait les fantasmes anti-extrême droite français d'ailleurs de la gauche, Libération et d'autres envoyaient des personnes qui allaient faire des reportages auprès d'Azov ou tout pour montrer qu'ils avaient des croix gammées, des machins. Et les mêmes journalistes ont oublié, totalement oublié, et donc angélisé, pour revenir sur notre notion du bien et du mal, l'Ukraine en général, enfin le front armé ukrainien. Donc on voit bien, je veux dire que les personnes qui suivent ça de loin n'arrivent pas bien à capter les tenants et les aboutissants, mais le rôle du journalisme, et surtout celui qui sait, celui qui a vu, donc le reporter, on va y revenir là-dessus, parce que j'aimerais bien que vous racontiez un peu votre expérience avec Bachar el-Assad, mais ces journalistes-là qui, par leurs orientations politiques, avaient voulu dénoncer certaines choses, et qui au moment où il faut s'en rappeler, c'est-à-dire le seul moment où c'est vraiment utile, parce que je ne crois pas qu'il y ait une lutte contre le nazisme en France aujourd'hui, le moment où il faut s'en rappeler, sont incapables de s'en rappeler, c'est quand même étonnant. Voilà. C'est très étonnant. Je pense qu'il y a d'abord une soumission au pouvoir qui ne devrait pas être le propre du journalisme, au contraire, on devrait être des rebelles. Mais il y a aussi le problème du contexte économique, où le journalisme n'est pas aujourd'hui dans une forme olympienne, on va dire. On ne peut plus payer des reportages. Et aller envoyer des reporters. Mais c'est, en fait, finalement, vous regardez, par rapport à ceux qui veulent nous faire penser de cette façon, c'est pas très grave. Il vaut mieux avoir quelqu'un sur le plateau d'LCI, comme j'en ai vu. Récemment, j'ai regardé une émission sur LCI. Il y avait 4 personnes qui parlaient de l'Ukraine pendant 1 heure. Ça fait 3 ans que la guerre a commencé. Aucune de ces personnes n'a jamais mis les pieds en Ukraine. Aucune. Je ne vais pas les citer là parce que ça... comme sur d'autres plateaux télé. Vous vous rendez compte, depuis 3 ans, ces gens parlent de l'Ukraine, parlent des morts, ils parlent des offensives, ils parlent ils énoncent des choses sur l'Ukraine. Jamais un des 4 qui étaient autour de la table n'a eu la décence d'aller
ne serait-ce qu'à Kiev, ne serait-ce que parler aux Ukrainiens. Et ça, moi, je trouve ça incroyable. Et aujourd'hui, le journalisme de terrain est en recul. Pourquoi ? Parce que ce journalisme d'opinion, ce journalisme finalement qui consiste à tailler le bout de gras autour d'un micro et à raconter le café du commerce tous les jours en disant en fonction de ses convictions, en fonction de ce qu'on pense et en fonction de son humeur finalement quelque part, eh bien a pris le dessus. Et le propre des chaînes d'infos en continu, c'est justement de faire que cette conversation, elle peut avoir une utilité quand il s'agit de soulever des choses qui peut-être ne sont pas exposées sur les médias de service public. Je pense à CNews en particulier, le succès de CNews. Mais pour ce qui est de la guerre en Ukraine, on est quand même dans un étau où on raconte n'importe quoi, et depuis longtemps. Et des gens qui se sont trompés, archi-trompés, retrompés, continuent à avoir des micros ouverts et à pouvoir s'exprimer. Ouais. Je pense à Bruno Tertrais hier sur France Info, que j'entendais parler de la guerre en Ukraine. Cette personne, expert, s'est trompée tout le temps depuis le début du conflit. S'était trompé sur d'autres conflits d'ailleurs avant. Mais il continue à avoir le micro ouvert sur France Info avec évidemment les deniers qui sont vos impôts et les miens. Ouais. Et voilà. vous dites que justement il y a de moins en moins de reportages, on l'a dit, le contexte économique, on préfère payer maintenant des personnes qui font la communication sur les réseaux que les reportages, parce que malheureusement on est aussi dans une guerre de la communication. Donc de moins en moins de reportages. Je signale à ce sujet qu'évidemment Omerta fait le travail, vous êtes sur le terrain et c'est votre plus-value. Voilà. On essaye nous aussi d'être sur le terrain, pas à l'étranger, mais on est sur les trottoirs, mais c'est déjà la vraie France. Non, et deuxième problème aussi, c'est l'autocensure. Et vous en parlez aussi beaucoup dans votre livre, puisque vous citez votre exemple de ce qui s'est passé avec Bachar al-Assad, et puis vous citez Tucker Carlson avec son interview de Vladimir Poutine. Finalement, à chaque fois, deux journalistes qui ont fait leur travail, c'est-à-dire donner la parole à tout le monde. Vous dites qu'il ne faut s'interdire d'aller nulle part, donner la parole à tout le monde pour comprendre aussi l'autre, que ce soit un ennemi, que ce soit un adversaire, et ça a toujours fait partie des stratégies d'ailleurs militaires aussi et diplomatiques, que d'entendre l'autre pour mieux comprendre comment il va agir. Si on ne l'entend pas, comment Et bien, c'est ce que vous dites, c'est ce que vous avez fait, et racontez-nous un peu peut-être la désillusion. Alors en plus c'est marrant parce que vous dites je pensais rentrer à Paris Match avec ma super interview. Alors là on est en quelle année ? On est en 2014 avec ma super interview, être applaudi à l'arrivée, la une, tout ça. Bon, finalement vous n'avez pas eu du tout les honneurs que vous attendiez. Non, parce que en fait ces honneurs-là je les avais eus quand j'avais interviewé George Bush et Barack Obama. Oui, là, donc ça allait. Je m'attendais à ce que et puis quand on réalise, Bachar el-Assad a commis une quantité de crimes et tout à fait une personne avec énormément de sang sur les mains, mais quand on réalise George Bush en a pas mal aussi, et a déclenché quand même une guerre illégitime qui a fait plus de 300 000 morts sous des prétextes mensongers, qui a été la guerre en Ukraine, donc la guerre en Irak. Bachar, c'est un système qui pratique la torture, mais enfin, qu'est-ce qu'a fait la CIA pendant l'ère Bush, si ce n'est que de pratiquer, d'inventer le waterboarding et tout un tas de choses qui s'écartent de la légalité. Mais ils ne sont pas dans le camp Walt Disney du bien. Qu'est-ce que c'est que Guantanamo ? Qu'est-ce que c'est que les enlèvements comme ça, de personnalités un peu à droite, à gauche, effectuées par des agents américains dans le monde. Bref, je vais pas revenir, mais donc oui, sur George Bush, non, je n'étais pas du tout critiqué. Français, Pierucci, par exemple, un peu forcé, bref, on dérive, mais... Mais donc, bon, et Bachar el-Assad, en effet, où là, oui, je me prends un vent, parce que j'ai été tendre le micro pour la première interview, quand même le rappeler, de Bachar el-Assad, après, au bout de 2 ans de silence, on avait envie de connaître son point de vue. L'État islamique était apparu. Quels étaient ses rapports avec les djihadistes ? Comment combattait-il vraiment l'État islamique ? Enfin, il y avait des questions vraiment à lui poser. Et j'y suis allé avec... je lui ai quand même posé la question s'il n'avait pas peur de mourir comme Kadhafi ou comme Saddam Hussein. Faut la poser la question quand même. Et on sait qu'il a fui le pays récemment, quand HTS est arrivé au pouvoir, mais et qui ne s'est pas, finalement, il n'a pas combattu jusqu'au dernier comme il me le prétendait. Donc de ce point de vue-là, il m'a menti, mais il fallait poser ces questions-là. Et au lieu de critiquer ce que disait Bachar el-Assad dans mon interview, ce qui est tout à fait légitime, bien sûr. On a passé son temps, et à notamment critiquer les metteurs, en fait, comme le Le messager. Monde, porte-parole du Quai d'Orsay,
Rouget et de Laurent Fabius et autres qui me sont tombés dessus comme si j'avais commis un crime d'aller tendre le micro. Et j'ai vu la même chose avec Tucker Carlson. L'interview de Tucker Carlson, elle a été vue par 20 millions de personnes sur Terre. L'interview de... Même plus, non, maintenant, mais ça, oui, c'est incroyable. Peut-être même plus, voilà. Et des parlementaires, notamment belges, ont proposé d'interdire Tucker Carlson de séjour dans l'Union européenne. C'est incroyable. Simplement parce qu'il est allé tendre le micro à Poutine. Donc là, on est quand même il y a un volte-face qui s'est produit dans le monde. J'imagine que vous avez évoqué sur Toxin l'affaire de Mathieu Pigasse, tout ce qui se passe avec Elon Musk, les menaces justement d'interdiction de X. On est dans un pays maintenant, ou dans un système européen, on va dire, qui pratique la censure quasiment ouvertement, qui propose de supprimer des réseaux. Les mêmes réseaux, quand le fondateur de Telegram était persécuté en Russie, on l'accueillait chez nous au nom de la liberté. Quand X a été interdit en Russie, on a protesté au nom de la liberté. Et maintenant, on propose d'interdire X au nom de la liberté. C'est ça qui est... Au nom du bien. Au nom du bien. Au nom du bien. Et là, c'était pareil, il ne fallait pas interviewer Bachar el-Assad parce que, c'était lui donner la parole, voilà. Donc, c'est quand même assez incroyable, cette espèce et vous avez raison d'insister là-dessus, de double langage qui, quand évidemment ça va dans notre sens, on acclame la personne concernée, et quand ça ne va pas dans leur sens, on la condamne, voire on l'exclut ou on lui souhaite une mort sociale. Voilà. Alors, la question que je me posais aussi, Régis Le Sommet, c'est depuis quand on a dit intervention au nom du bien, en gros, à partir du 19e siècle. Vous dites aussi un peu plus tard que ça s'est précipité avec la chute du mur de Berlin, finalement. Je pense que c'est ça. On a la perte d'un ennemi tellement pratique et tellement diabolisé. Et d'ailleurs, diabolisé au point, vous vous rappelez quelque chose d'incroyable que j'ignorais, Sting, qui chante cette chanson Comment vivent sur les Russes. Russians. Sur les Russes. Ouais. Oui. Et en fait, il découvre, mais étonné, que les petits films pour enfants russes sont bienveillants et qu'en fait les Russes aiment leurs enfants. Et en fait, il est étonné. Et il dit, c'est ça qui m'a fait réaliser qu'il n'allait pas avoir la guerre nucléaire, parce que s'ils aiment leurs enfants visiblement autant que nous on les aime, on n'a pas envie de les détruire, donc on n'arrivera pas au conflit armé généralisé à Armageddon avec l'arme atomique. C'est ça qu'il dit, Sting, dans son truc. Oui, mais c'est quand même drôle d'en être arrivé à avoir tellement réussi à diaboliser l'autre qu'on pense que les autres n'aiment pas leurs enfants. Absolument, mais de toute façon, c'était à la fois une position, alors fausse d'abord, mais ensuite quand même extrêmement confortable et commode d'avoir cet ennemi soviétique, ce glacis, cet Est, sur lequel on pouvait plaquer. Et moi, en tant que fils de militaire, j'étais totalement dans le, on va dire, dans le cœur nucléaire de la propagande, puisque pour moi, on ne pouvait pas être heureux en Russie. Le bonheur échappait au bloc de l'Est. C'était forcément l'esclavage, l'obscurantisme. Et nous, par effet, nous étions la liberté, la démocratie, la tolérance, etc. Et donc, en fait, finalement... Et précisons que c'était un discours inversé côté soviétique. Bien sûr, côté soviétique. Mais ce qui est quand même très intéressant, c'est de dire, à partir du moment, je ne sais plus qui, je crois que c'est un dignitaire soviétique qui avait dit on ne vous fait pas un cadeau en vous supprimant votre ennemi. Mais il avait raison. En 91, l'URSS disparaît. Et qu'est-ce qui va se passer ? S'ouvre une période absolument surréaliste où on imagine que le modèle libéral, social-démocrate, occidental a triomphé. Et vous avez des gens comme Francis Fukuyama qui écrivent des livres qui s'appellent La fin de l'histoire. C'est-à-dire, il n'y a plus besoin d'aller chercher au-delà, et on ne va pas arriver L'Occident a gagné, et il faut pacifier tout ça. Alors, il y a d'autres livres comme Le Grand Échiquier de Zbigniew Brzezinski qui vont expliquer comment on va finalement abattre la Russie, ou ce qu'il faudrait faire pour y arriver, et finalement de façon à imposer une notion de bien mondial. Et là, c'est là où commence le problème avec le diable. C'est-à-dire qu'on commence à désigner des diables. Et ce que je trouve très intéressant, c'est ce que j'ai analysé dans ce livre, à la fois avec Saddam Hussein, avec Kadhafi, avec Assad et avec plein d'autres, c'est que ces diables-là, au départ, prenez Saddam Hussein, il a été notre allié contre l'Iran
pendant la guerre Iran-Irak, je rappelle 1 million de morts dans les années 80, c'est 1 million de morts. Et bien cette guerre, nous avons armé Saddam Hussein pour nous protéger ou pour empêcher l'Iran d'avancer. Ouais. Et donc, Bachar al-Assad, pareil, vous le rappelez, Chirac l'appréciait. Chirac le voyait comme une sorte de vecteur de modernité en Syrie. Ouais. Voilà, dans le même temps, il était très ami aussi avec Rafik Hariri, le Premier ministre libanais. Donc il y avait une côté... ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque-là, ce qui primait quand même, c'était les intérêts de la France, c'était son rayonnement mondial, c'était la façon de faire prospérer le pays, et on n'était pas à admonester au nom du bien et du mal en disant attention, là, lui, il a du sang sur les mains, il faut l'éliminer. Redonnez-nous juste le processus, on arrive à la fin, chute du mur de Berlin, on perd cet ennemi bien pratique, ce mal bien pratique fourre-tout finalement. Mais on va polisser la planète. C'est ça qu'on veut faire. C'est-à-dire, c'est Pierre Conessa qui explique que le droit d'ingérence commence à il existe déjà, mais va se démultiplier. Bernard Kouchner en étant un des porte-parole les plus connus. Mais on va, Pierre Conessa dit... Au nom du bien, c'est une narration, mais au nom de quoi finalement, réellement ? Au nom, parfois d'intérêt, mais parfois aussi d'une morale. C'est-à-dire, on ne peut pas ne pas. Ouais. Il faut intervenir. Et donc, on va, au-delà des législations, des juridictions, intervenir, c'est-à-dire des ONG prennent la décision Est-ce que derrière, il n'y a pas toujours des intérêts économiques, mais connus des Américains et pas toujours connus de nous autres suivistes européens. Rien n'est jamais neutre. Mais si vous voulez, dans la narration, pour revenir sur ce concept qui je pense est vraiment au cœur de ce concept. Cette communication de guerre, finalement. Voilà, et bien cette narration-là s'impose et nous explique qu'on y va, on va déboulonner Saddam Hussein pour apporter la liberté, la démocratie aux Irakiens. Et puis quand on s'aperçoit que le pays est cassé, et c'est là où est le problème, et toute la problématique de mon livre rejaillit, c'est que finalement, au bout du bout, d'avoir cassé des pays, d'avoir semé le chaos en Libye, par répercussion au Sahel, parce que la guerre en Libye, la conséquence, c'est le Sahel, c'est la déstabilisation du Sahel, avec notre départ aussi. Tout ça est lié. Pour ce qui est de l'Irak, c'est la fracturation du pays, les métastases djihadistes qui vont s'imposer un petit peu partout, la guerre en Syrie ensuite qui va se déclencher. Tout ça, finalement, fait que nous n'avons laissé que le chaos, et notre position s'est affaiblie, et les autres ont commencé à se dire, mais attendez, c'est pas non seulement des colonisateurs, mais c'est aussi des gens qui viennent détruire nos sociétés. Et en plus, après, avec le wokisme que nous avons embrassé, c'est encore pire, parce que regardez la cérémonie des Jeux Olympiques, comment elle est perçue dans le monde. Elle est perçue comme une menace. C'est pas qu'elle est perçue comme une menace, peut-être pire que pour ce qui est de l'Afrique, l'idée de l'ancien colonial, l'ancienne puissance coloniale qui vient piller les richesses, qui continue à nous exploiter. Ça, ils étaient un peu habitués à ça. Mais une ancienne puissance coloniale qui vient de leur dire un homme et une femme ne sont pas l'alpha et l'oméga de toute chose, il peut y avoir des transitions, il peut y avoir une émancipation, etc. Pour une société traditionnelle en Afrique, au Moyen-Orient ou en Russie, nous sommes devenus le diable, voilà. Voilà, et c'est la bonne conclusion, Régis Sommier. Qui est vraiment le diable, l'autre ou l'Occident ? Un livre qui nous permet d'ouvrir les yeux, de relativiser en effet le narratif de guerre, le narratif d'intervention que nous utilisons toujours dans cette morale à effet pervers, on l'a bien compris. Et un livre aux éditions Max Milo. Je montre ici immédiatement la couverture. Et évidemment, je rappelle que Régis Le Sommier dirige le média Omerta que nous connaissons bien ici. Merci beaucoup, Régis Le Sommier, merci infiniment à vous tous.